bienvenue sur ma chaîne. Prends un truc à grignoter, installe-toi, et souviens-toi, dans ces histoires, chacun avait le choix de bien faire. Ils ont juste choisi le contraire. Laisse un commentaire, abonne-toi, tu vas adorer. Laisse-moi te ramener au tout début. Je m'appelle Cora Townsend, et j'avais 18 ans lorsque j'ai découvert que mes parents avaient vidé jusqu'au dernier dollar mon fonds universitaire de 224 000 $ pour financer le mariage de mon frère en Toscane. Un mariage qu'on m'avait assuré être entièrement payé par le lieu de réception. 3 semaines avant ma rentrée à l'université du Michigan, j'ai ouvert un relevé bancaire. Solde, 0 $. Quand j'ai demandé des explications à mes parents, mon père m'a regardé droit dans les yeux et a dit: Ryan avait besoin d'un bon départ dans sa vie de couple. Ma mère, elle, a ajouté calmement: tu peux faire des prêts étudiants comme tout le monde. Dans la famille élargie, on m'a traité d'égoïste pour avoir osé être choqué. Alors j'ai fait un seul appel. Un seul. À mes grands-parents. Et ce qu'ils ont découvert ne m'a pas seulement permis de retourner à l'université, ça a détruit le mariage de mes parents. Mais tout ça, je ne le savais pas encore. Je vous ramène au début de l'été, avant que tout bascule. J'ai grandi à Shelby Township, dans le Michigan, une banlieue tranquille au nord de Détroit. Là-bas, les pelouses sont tondues le samedi et tout le monde se salue depuis son allée. Mon père, Greg, dirigeait une agence locale d'assurance. Ma mère, Diane, faisait un peu d'immobilier et organisait des repas de quartier comme si c'était une compétition sociale. Mon frère Ryan avait 8 ans de plus que moi. Cet été-là, il avait 26 ans et travaillait dans une concession automobile sur Van Dyck Avenue. De l'extérieur, nous étions la famille Townsend parfaite, une maison propre, 2 enfants, un chien, un bateau sur le côté du jardin. Mais à l'intérieur, il y avait une réalité différente. Il y avait Ryan, et il y avait moi. Au début, ça ne se voyait pas vraiment. Juste des détails. Ryan recevait un vélo neuf à 13 ans. Moi, j'avais son ancien, repeint à la va-vite. Quand il a eu un accident avec sa Honda au lycée, mon père lui en a racheté une en moins d'une semaine. Moi, en seconde, j'avais besoin d'un ordinateur portable pour mes cours avancés. Ma mère m'a répondu: utilise celui de Ryan, il fonctionne encore très bien. Il faisait un bruit de moteur d'avion, mais il fonctionnait, soi-disant. Je ne leur en voulais pas vraiment. Je pensais simplement que c'était ça, une famille, l'aîné coûte plus cher, il passe avant tout. Ryan avait besoin d'une voiture, d'un costume pour le bal, d'argent de poche à l'université qu'il finira par abandonner. Et moi, je m'adaptais. Je trouvais des cours gratuits pour le SAT. Je candidate à toutes les bourses possibles. Je travaillais dès 16 ans dans une librairie appelée Birch & Bovey, à ranger des livres pour 9,50 $ de l'heure. J'étais l'enfant qui ne demandait rien. Et dans ma famille, ça voulait dire l'enfant qui ne recevait rien. Mais il y avait une chose que je croyais intouchable. Une chose qu'on m'avait promise depuis toujours. Mon grand-père Harold Townsend, comptable à la retraite, avait ouvert un plan d'épargne universitaire 529 le jour de ma naissance. Il avait fait 3 heures de route avec ma grand-mère Ruth pour venir me voir, avec une carte où il était écrit: bienvenue dans le monde, Cora. Ton avenir commence aujourd'hui. Il avait déposé 50 000 $ dès le départ. Puis, chaque année, à mon anniversaire, il m'offrait la même carte. Un an de plus vers ton avenir. Et il ajoutait de l'argent. Parfois 5 000 $, parfois plus. À 17 ans, le fonds avait atteint 224 000 $. Je connaissais le chiffre parce que mon grand-père me l'avait dit lui-même. Pas pour se vanter. Ce n'était pas son genre. Mais pour que je puisse planifier ma vie. Connais ta trajectoire, petite. Puis choisis ta destination. J'ai choisi l'université du Michigan. Frais de scolarité dans l'État. Top université publique. Parcours pré-droit. J'ai refusé des bourses partielles ailleurs, parce que je n'en avais pas besoin. J'avais ce fonds. J'avais un plan. Quand j'ai annoncé mon admission, mon père a simplement dit: bonne université. Ma mère: on est fier de toi. Mais ils n'ont jamais parlé du fonds. Ils n'avaient pas besoin de le faire. C'était implicite depuis toujours. 2 fois en terminale, j'ai demandé à mon père si tout était en ordre. 2 fois, il a répondu: tout est réglé. Ne t'inquiète pas.
Ce que je ne savais pas, c'est qu'il avait été ajouté comme signataire autorisé sur le compte quand j'avais 3 ans. Un simple détail administratif. Un détail qui allait permettre de faire disparaître 224 000 $. En mars de cette année-là, Ryan a annoncé son mariage. Sa fiancée Meghan rêvait d'un mariage en Toscane. Pas Canquin, pas une plage américaine. Une villa italienne, des lumières suspendues, 120 invités venus du Michigan. Quand j'ai vu les estimations de prix, j'ai compris, ça commençait à 60 000 $. Et ça montait très vite. Comment vous financez ça? J'ai demandé un soir. Mon père n'a pas levé les yeux. Le lieu propose un forfait. Ma mère a ajouté. Ne t'occupe pas de leurs finances. Alors j'ai arrêté de poser des questions. Mais j'ai commencé à remarquer des choses. On sortait moins au restaurant. Mon père a annulé son abonnement à un magazine de pêche. Ma mère a vendu plusieurs sacs de luxe qu'elle gardait depuis des années. On gère mieux nos dépenses, disait-elle simplement. Le mariage a eu lieu le week-end du Memorial Day. Une villa en Toscane, 120 invités, rose blanche, quatuor à cordes, dîner en 7 services. J'étais demoiselle d'honneur. J'ai payé ma robe. J'ai payé mon billet d'avion avec mon salaire de librairie. À la réception, sous les lanternes, j'étais assise près du bar. Et j'ai entendu une phrase. La colocataire de Meghan disait. Les parents de Ryan ont tout payé. Meghan a répondu. Ils ont insisté. J'ai posé mon verre. Quelque chose s'est glacé dans mon ventre. Mais je n'y ai pas repensé. Pas encore. 3 semaines plus tard, cette phrase m'est revenue en pleine figure. Je sortais le courrier de la boîte aux lettres, avant même que mon père ne rentre du travail. C'était un jeudi de mi-juin. Je m'en souviens parce que le facteur était passé plus tôt que d'habitude, et j'étais déjà dehors avec un café glacé, attendant une réponse de l'Université du Michigan. Il n'y avait pas de courrier universitaire. Seulement une enveloppe blanche. Fidelity Investment. Relevé trimestriel. Destiné à Harold Townsend, à l'attention de Greg Townsend. Notre adresse. Je n'aurais pas dû l'ouvrir. Mais pendant 18 ans, on m'avait répété que cet argent était le mien. Alors j'ai déchiré le cachet sans réfléchir. Titulaire du compte, Harold R. Townsend. Bénéficiaire, Cora A. Townsend. Solde, 0 $. Je l'ai relu 3 fois. Puis j'ai regardé l'historique. 14 mars, retrait de 217 438 $ et 62 cents. Distribution non qualifiée. Pénalité de retrait anticipé, 6 561 $ et 38 cents. Date du retrait, 14 mars. 6 semaines avant le mariage en Toscane. Mes mains ne tremblaient pas. Elles étaient juste vides. Comme le reste de moi. J'ai appelé Fidelity depuis ma chambre, porte fermée. Une conseillère m'a confirmé ce que je voyais. Une personne autorisée à liquider l'intégralité du compte en mars. Et qui a fait ça? Ai-je demandé. Je ne peux confirmer qu'un signataire autorisé. J'ai raccroché. Je suis resté assise sur mon lit. Face à moi, ma lettre d'acceptation à l'Université du Michigan, punaisée au mur. À côté, mon dossier d'orientation, déjà surligné en 3 couleurs. Sur l'autre mur, une affiche du campus de droit que j'avais commandé en ligne. 224 000 $ avaient disparu. En mars. Dépensés avant mai. Et personne ne m'avait rien dit. Ce n'était pas encore de la colère. C'était autre chose. Le sentiment de tomber sans toucher le sol. Cette nuit-là, j'ai fait ce que je fais toujours quand tout s'effondre. J'ai calculé. Frais universitaires, 16 000 $ par semestre. Total annuel, 32 000 $. 4 ans, 128 000 $ minimum. Avec logement, repas et frais, presque 200 000 $. Prêts étudiants fédéraux, 5 500 $ la première année. Même en cumulant tout, j'atteindrais à peine 27 000 $ par an. Il manquait une somme énorme. Et j'avais déjà refusé 2 autres universités. Des bourses de 15 000 $ et 12 000 $. Trop tard pour revenir en arrière. Changer de plan signifiait perdre ma place, mon logement, mon avenir organisé. Et retourner à Shelby Township, dans la ville où tout le monde m'avait félicité pour mon admission. Pour leur dire que je ne partirais pas.
Sur mon compte, 2800 $. Pas assez pour survivre longtemps. Alors j'ai envisagé deux options. Accepter les dettes. Appeler quelqu'un. J'ai d'abord voulu parler à mes parents. Je suis descendu dîner avec le relevé dans les mains. Je l'ai posé sur la table. Vous pouvez m'expliquer ça? Silence. Mon père a regardé le papier. Puis moi. Puis ma mère. Ryan avait besoin d'un bon départ dans sa vie de couple, a-t-il dit calmement. C'est de l'argent familial, a ajouté ma mère. Tu peux emprunter comme tout le monde. J'ai senti quelque chose se casser. Mais personne d'autre ne semblait le voir. C'était mon argent. C'était pour la famille, Cora. Ryan et la famille. Ma mère a posé sa fourchette. Ses yeux étaient déjà humides. Préparé. Tu exagères pour de l'argent. On t'a nourri, élevé, logé. Tu peux faire des prêts. Tout le monde le fait. Mon père a frappé la table. Pas fort. Juste assez. Cette conversation est terminée. Tu comprendras plus tard. Je les ai regardés. Et j'ai compris quelque chose de clair. Ils n'avaient aucun regret. Ils avaient choisi Ryan. Contre moi. Je me suis levé. J'ai lavé mon assiette. Parce que c'est ce que je faisais dans cette maison. Je nettoyais après les autres. Le lendemain matin, 4 appels manqués. Ma tante, mon oncle, ma famille. Et un message de ma cousine. Mais tu vas bien? Puis les appels ont commencé. Ma tante. Mais tu exagères, ils ont aidé ton frère. Mon oncle. C'est une question de famille. Une autre tante. Tu es un peu matérialiste, non? Personne n'a posé la vraie question. Personne n'a demandé d'où venait l'argent. Et en une nuit, ils avaient déjà choisi leur version. Moi, la fille ingrate. Eux, la famille sacrifiée. Cet après-midi-là, ma mère est entrée dans ma chambre. Sans frapper. Et tu dois voir la situation globalement, Cora. Ryan construit sa vie. Toi, tu as le temps. Le temps. Comme si le temps payait les études. Puis elle a soupiré. Tu sais ce qu'on a sacrifié pour ce mariage? Tes sacs de luxe, les voyages, tout ça. Elle s'est levée. Et avant de sortir, elle a dit: Tu es devenu égoïste. Puis elle a appelé quelqu'un dans le couloir. Je l'ai entendu dire. Elle refuse de comprendre. Ce soir-là, j'ai pris une décision. Je ne plaiderai plus ma cause. Le lendemain, Ryan m'a appelé en FaceTime. Derrière lui, un appartement neuf. Derrière lui, Megan. Je ne savais pas que c'était ton fond. C'était leur décision, a-t-il ajouté. Tu n'as jamais demandé. Et derrière lui, Megan a dit. Tout le monde a des prêts étudiants. Qu'elle passe à autre chose. Il a acquiescé. Les prêts, ce n'est pas la fin du monde. J'ai regardé l'écran. Et j'ai compris que même lui avait choisi de ne pas savoir. Je n'ai rien répondu. J'ai raccroché. Après l'appel, je suis resté longtemps immobile, le téléphone encore chaud dans ma main. Ce n'était plus seulement une question d'argent. C'était une question de vérité. Et surtout, de mensonges organisés. Le soir même, le groupe familial s'est mis à vibrer. Le Townsend Family Écrou. 17 membres. Personne n'avait inclus mes grands-parents. Ils n'aimaient pas les groupes de discussion. Trop de bruit, disait-il. Mon père a écrit. Le mariage était un effort familial. Avançons. Et immédiatement, les réponses ont suivi. Ma tante. Tout était magnifique, Ryan et Megan sont heureux. Mon oncle. La famille avant tout. Ma mère. Tellement fière de notre fils. Une photo du mariage a été postée. Ryan, Megan, les verres levés, les lanternes, les sourires. Et dans ce groupe de 17 personnes. Personne n'a mentionné mon avenir. Personne n'a mentionné mon nom. J'ai regardé l'écran 2 fois. Puis j'ai verrouillé mon téléphone. Cette nuit-là, ma chambre était silencieuse. Un silence lourd. Presque vivant. Dehors, les grillons. Dans la rue, un arrosage automatique.
Et sur mon mur, l'affiche de la faculté de droit. 21 jours avant la rentrée. Je n'avais pas d'argent. Pas de soutien. Pas de plan B. Mais j'avais compris une chose. Je ne pouvais plus convaincre des gens qui avaient déjà décidé de ne pas m'entendre. Alors j'ai fait quelque chose de simple. J'ai appelé la seule personne qui n'avait jamais menti sur ce sujet. Mon grand-père. Il a répondu après 2 sonneries. Voix calme, posée. Il est tard, ma chérie. Tout va bien? Et là, j'ai tout dit. Le fond. Le $0. Le retrait. Mars. Le mariage. Silence. Pas un silence gêné. Un silence qui écoute trop fort. Puis il a demandé. Répète-moi ça. J'ai répété. Et qui a retiré l'argent? Ton père. Encore un silence. Puis un bruit en fond. Une télévision. Quelqu'un qui l'éteint. Quand il a repris la parole, sa voix avait changé. Moins grand-père. Plus analyste. Plus comptable. Note-moi tout, Cora. Numéro du compte. Date. Montants exacts. Je lui ai tout donné. Il n'a pas interrompu. Pas une seule fois. Puis il a dit. N'appelle personne d'autre dans la famille. D'accord? D'accord. Bien. Je vérifie quelque chose. Je te rappelle demain. Pause. Puis, plus doucement. Bon, on va régler ça. Il a raccroché. Et pour la première fois depuis des semaines. J'ai respiré normalement. Le lendemain matin, 7 heures. Il a rappelé. Sa voix était différente. Plus froide. Structurée. J'ai vérifié le compte. Ton père était signataire autorisé. Mais il n'était pas propriétaire. Silence. Il a liquidé l'intégralité du fonds en mars. Puis il a ajouté. Sans droit réel sur l'argent. Je n'ai rien dit. Il a continué. J'ai commencé à analyser d'autres transactions. Et ce qu'il a dit ensuite a changé tout le reste. Pendant des années, mon père avait demandé de l'argent à mon grand-père. Toujours pour la famille. Toujours pour des besoins urgents. 2019, $12 000 pour les études de Ryan. Ryan avait déjà quitté l'université. 2021, $18 000 pour un chauffage. Ce chauffage avait déjà été payé. 2023, $22 000 pour un dépôt de location. Ryan vivait ailleurs. Je sentais quelque chose se fissurer à l'intérieur. Mon grand-père a continué. À environ $84 000 demandés sur 15 ans. Une partie justifiée. Le reste, introuvable. Puis il a murmuré. C'est un schéma. Un schéma. Pas une erreur. Ce mot-là a tout changé. Il a appelé un avocat. Un ami de longue date. Et ensemble, ils ont confirmé. Le retrait était illégal. Non autorisé dans son intention. Et contestable légalement. Mon grand-père ne voulait pas détruire son fils. Mais il a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. Je ne laisserai pas ton père te détruire. Et ma grand-mère, derrière lui. Il est temps que ça s'arrête. Quelques jours plus tard, une lettre a été envoyée à Fidelity. Puis une autre à mon père. Remboursement demandé, $217 438,62. Plus pénalité. Paiement sur 5 ans. Ou poursuite judiciaire. Et en parallèle, mon grand-père a ouvert un nouveau fonds. À son nom. Et cette fois, aucun signataire autorisé. Puis il m'a dit. Cette fois, personne ne touche à ton avenir. Quand mon père a reçu la lettre officielle, il a appelé mon grand-père le soir même. Je n'étais pas dans la pièce, mais j'ai entendu les conséquences plus tard, dans les silences de la maison. Tu vas vraiment me poursuivre? A demandé mon père. La voix de mon grand-père était calme. Trop calme. Tu as vraiment volé ta propre fille? Et là, la conversation s'est arrêtée sur quelque chose d'irréversible. Le lendemain, ma mère a trouvé la lettre. Elle ne m'en a pas parlé tout de suite. Je l'ai su des mois plus tard. Elle l'avait ouverte avant mon père. Et elle avait tout lu.
Puis elle est allée le voir dans la cuisine. Il était en train de manger des céréales. Et elle a simplement demandé. « Qu'est-ce que je ne sais pas encore ?» Silence. Les 53 000 $, où sont-ils passés, Greg? Mon père n'a pas répondu. Ryan était au courant? Un mot. Partiellement. Elle a ri. Mais ce n'était pas un rire joyeux. C'était un rire vide. 25 ans de mariage, et je découvre que tout est faux à un barbecue. Cette nuit-là, elle a quitté la chambre conjugale. J'ai entendu la valise rouler dans le couloir. Puis une porte se fermait. Le lendemain matin, elle cherchait un appartement. Je l'ai compris à travers des fragments de conversations téléphoniques. Pendant ce temps, Ryan appelait mon père. Et pour la première fois, je l'ai entendu perdre patience. « Mais tu m'avais dit que tu gérais tout. » La voix de mon père était fatiguée. Cassée. « Je n'ai plus rien à gérer. Ton grand-père a tout bloqué. » Silence. « Tu veux dire quoi par bloqué? » Je dois rembourser 224 000 $. Et là, Ryan a compris que la sécurité dans laquelle il avait grandi n'existait plus. Le soir, il m'a envoyé un message. Je ne savais pas que c'était aussi grave. Désolé. 5 mots. Pas de réparation. Pas de solution. Pas de responsabilité. Juste un retard sur la vérité. Je n'ai pas répondu. Parce que ce n'était pas une erreur. C'était une ignorance choisie. Et les choix ont un prix. Quelques jours plus tard, mon grand-père est venu à Shelby Township. Avec un avocat. Et un dossier. Il n'a pas crié. Il n'a pas menacé. Il a simplement posé les faits. Dans le jardin de mon enfance. Sous les mêmes grillons. Et pour la première fois. Mon père n'avait plus de récit à raconter. Seulement des chiffres. Et les chiffres ne mentent pas. Le 4 juillet est arrivé quelques jours plus tard. Chaque année, c'était censé être le grand rassemblement familial, barbecue, drapeau, voisins, rire forcé et photos parfaites. Mais cette fois, quelque chose avait changé. La chaleur était écrasante dès midi. Le jardin était prêt, grille allumée, table pliante, boissons dans les glacières, vaisselle en plastique décorée d'étoiles. Une vingtaine de personnes étaient venues. Mais l'ambiance n'avait rien de festif. Ma mère souriait encore. Ce sourire automatique, celui qu'on porte quand on veut que tout paraisse normal. Elle saluait les voisins, plaisantait, jouait son rôle. Jusqu'au moment où mon grand-père est arrivé. Le camion s'est garé dans l'allée. Il est sorti calmement. Dossier en main. Ma grand-mère à ses côtés. Silencieuse. Personne n'a ri cette fois. Personne n'a fait semblant. Mon père a compris immédiatement. Je l'ai vu dans son regard. Ce regard d'un homme qui réalise que la discussion ne sera plus contrôlée par lui. Le dîner a commencé comme une pièce de théâtre mal écrite. Mais personne ne suivait plus le scénario. Ma mère a tenté de reprendre le contrôle. Elle s'est levée, verre à la main. Voix douce. Trop douce. Je veux juste dire quelque chose. Elle a parlé de famille. De sacrifice. De compréhension. De malentendu. Et puis elle a ajouté. Nous avons tous fait des efforts pour Ryan et pour Cora. Elle a souri vers moi. Comme si ça suffisait. Mais cette fois, personne ne suivait. Mon grand-père a ouvert le dossier. Le bruit du papier a suffi à faire taire le jardin. Il a lu. Calme. Précis. Implacable. Retrait non autorisé, 217 438 $ et 62 cents. Silence. Fonds utilisés sans consentement du titulaire. Mon père a tenté de parler. Mais aucun mot n'est sorti. Mon grand-père a continué. Il a parlé des anciens transferts. Des aides familiales. Des montants inexpliqués. Et plus il parlait. Plus le décor du mensonge s'effondrait. Ma tante a murmuré. Greg, c'est vrai? Personne ne répondait plus vite. Personne ne contrôlait plus rien. Ryan est resté figé. Megan aussi. Elle regardait son mari comme si elle découvrait quelqu'un d'autre. Puis elle a dit doucement. Tu savais vraiment pas?
Et cette question-là a tout brisé chez lui. Parce que pour la première fois, il n'avait plus de réponse facile. Mon père s'est levé. Ça suffit. Mais personne ne l'écoutait plus. Le pouvoir avait changé de main. Sans cri. Sans violence. Juste avec des chiffres posés sur une table en bois. Et puis mon grand-père a dit la phrase finale. Je ne suis pas venu pour détruire cette famille. Je suis venu pour remettre la vérité à sa place. Silence total. Le barbecue était fini. Mais personne n'avait mangé. Les invités sont partis un à un. Sans adieu. Sans bruit. Comme si rien ne pouvait être sauvé à ce stade. Quand tout le monde est parti, le jardin était vide. Mon père était assis. Immobilisé. Comme si le temps venait de s'arrêter pour lui. Ma mère était déjà à l'intérieur. Porte fermée. Ryan avait disparu avec Megan. Et moi. Je suis resté debout dans ce jardin. Celui où j'avais grandi. Celui où tout avait commencé. Mon grand-père s'est approché. Tu n'aurais jamais dû porter ça seule, Cora. Je n'ai pas répondu tout de suite. Parce qu'à ce moment-là, je comprenais enfin quelque chose. Je n'avais pas détruit ma famille. J'avais simplement arrêté de la protéger du réel. Plus tard, tout a suivi son cours. Remboursement. Séparation. Divorce. Distance. Vérité lente à digérer. Mon père a accepté de rembourser. Pas immédiatement. Pas facilement. Mais légalement. Inévitablement. Ma mère a recommencé à me parler. Pas comme avant. Pas avec des rôles. Mais avec des silences honnêtes. Ryan et moi. On est restés loin. Poliment distants. Comme deux personnes qui ont partagé la même histoire mais pas la même vérité. Et mon grand-père? Il a simplement veillé à ce que je puisse étudier. Comme il l'avait toujours promis. Aujourd'hui, je suis à l'université. Je travaille à la bibliothèque. Je poursuis mes études de droit. Et parfois, on me demande si je regrette cet appel. Non. Parce que cet appel n'a pas détruit ma famille. Il a seulement révélé ce qu'elle était déjà devenue. Et moi, j'ai appris une chose essentielle. Le silence ne protège pas la vérité. Il la retarde seulement. Merci de m'avoir écouté et rappelez-vous que parfois les chapitres les plus difficiles mènent aux plus belles fins. Laissez un commentaire, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour plus d'histoires.